Aujourd'hui, on va faire une analyse des routines sous l'angle de la préparation mentale. La vidéo qu'on va voir ensemble, c'est celle de Mathias qui avait fait une vidéo il y a 2 ans sur le fait qu'il a travaillé comme Elon Musk pendant une semaine, où il a travaillé 100 heures par semaine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 1 an que j'ai sorti ma fameuse expérience où je me suis réveillé à 5 heures chaque jour pendant 1 mois. J'ai continué à le faire, ça fait 1 an que ça m'aide énormément au niveau du temps et de la productivité. Et j'aimerais pouvoir garder cette habitude toute ma vie. Il s'est levé à 5 heures du matin tous les matins, donc là il a fait ce qu'on appelle le fameux Miracle Morning, c'est-à-dire se lever très tôt pour optimiser sa journée. Donc attention, ça c'est peut-être un rythme qui correspond très bien à Mathias, et franchement si ça lui convient, ben c'est franchement super parce que ça lui permet d'optimiser ses journées, d'optimiser son temps, etc. etc. Et c'est vraiment ce qu'il recherche d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'il le fait. Mais je tiens à te rappeler qu'on a tous des chronotypes différents. Il y a ce qu'on appelle le matinal, celui qui fonctionne mieux le matin. Il y a aussi le vespéral, celui qui fonctionne mieux le soir. Et bien sûr, il y a des heures, des quantités de sommeil qui sont nécessaires et différents en fonction de chacun. Tu vois, par exemple, tu as les gros dormeurs, ceux qui ont besoin de dormir au moins 9 heures par nuit. Tu as également les petits dormeurs, ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit. Et entre les deux, si tu es entre les deux, tu es à peu près dans la norme puisque la majorité des gens sont un peu au milieu. Et donc, contrairement aux fausses croyances, la chronobiologie, c'est absolument pas une histoire de volonté. Tu vois, ceux qui se lèvent très tôt le matin, c'est pas juste une histoire de volonté. Alors, bien sûr, il peut y avoir dans certains cas de la contrainte, de l'obligation, parce qu'on n'est pas toujours maître de son emploi du temps. Mais il y a cette idée reçue, en tout cas en France, que les lève-tôt sont des gens hyper performants, hyper productifs, et que les couche-tard sont des gros flemmards, mais c'est juste un décalage, c'est de la chronobiologie, c'est du chronotype. Ceux qui se couchent tard ont tendance à se lever plus tard, ça fait pas d'eux des gros flemmards, ça fait pas d'eux des contre-performeurs. Au contraire, c'est vraiment une idée reçue. La chronobiologie, le chronotype, c'est vraiment génétique. D'ailleurs, en 2022, il y a un article qui est sorti. Et en gros, l'étude démontre qu'il y a bien un lien entre la sensibilité à la lumière avec un chronotype plutôt vespéral, c'est-à-dire du soir, et une durée de sommeil plus courte. Ça, c'est le premier lien qui est montré dans l'étude. Et il y a un autre lien qui est montré dans l'étude, c'est qu'une très grande sensibilité génétique à la lumière a un lien avec les symptômes d'insomnie et aussi un risque de faire un syndrome de stress post-traumatique quand la personne a pu vivre un événement traumatogène. Mais malheureusement, je me rends compte que depuis les 2 derniers mois où j'ai repris le sport 2 fois par jour, j'ai besoin d'un minimum de sommeil pour rester performant avec une telle quantité d'entraînement. Par contre, vous me connaissez, je suis pas du genre à dire bon bah pas grave, du coup je travaillerai moins. Donc là, il soulève très bien le fait qu'un corps humain, c'est pas que du muscle ou que du mental, c'est vraiment un corps unité et que l'équilibre passe évidemment par le mental et le corporel. Et on est vraiment sur une balance des demandes et des ressources qui fait qu'il a multiplié ses entraînements et donc il tire plus sur la demande, donc il faut recharger davantage en ressources. Et c'est pour ça que c'est dur pour lui de continuer à ce rythme de lever à 5 heures du matin. Il peut le tenir à condition de faire soit une sieste en journée, soit une relaxation profonde récupératrice. Donc c'est une relaxation qui est psychocorporelle sans forcément s'endormir, mais qui permet de recharger les batteries. C'est une technique qui est très utilisée dans les armées et chez les pompiers, les sportifs de haut niveau. Donc je pense que Mathias connaît très bien toutes ces techniques. J'ai donc dû trouver une alternative au réveil à 5 heures et bonne nouvelle, vous pourrez dormir. Par contre, vous réjouissez pas trop parce qu'au choix, je crois que je préfère me lever à 5 heures. On verra ça à la fin de l'expérience. Je me réjouis de voir mon état aussi. Dans 7 jours, quand j'aurai allié persévérance à discipline pour travailler 100 heures en une semaine. Alors c'est clair que pour faire ce type d'expérience, il faut de l'abnégation, il faut accepter la douleur et parfois il faut accepter de subir. Et oui, il faut clairement de la discipline, il l'a dit, parce qu'il y en a plein qui ont essayé par exemple le Miracle Morning et se lever à 5 heures du matin tous les jours, c'est très dur. Et au bout de 3 jours, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils sont déjà au bout de leur vie. Donc là, on va voir son expérience de travailler 100 heures par semaine, 100 heures dans la semaine, voir comment il va tenir et quelle stratégie de régulation il va pouvoir mettre en place. En fait, j'ai eu la superbe idée de faire cette expérience que j'aurais préféré ne pas avoir après avoir vu une interview d'Elon Musk qui parle de son éthique de travail. Et s'il y a bien une personne à écouter sur cette terre par rapport à ça, c'est bien lui. And then just work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. Work hard like every waking hour. That's the thing I would say. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100,
you'll get twice as much done in the course of a year as the other. Alors Elon Musk, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est à chacun de voir. Juste ce que je veux dire par rapport à ces self-made men qui réussissent, c'est que oui, il travaille 100 heures par semaine, mais il faut pas négliger le fait qu'il est entouré d'un tas d'équipes et qu'il va déléguer. Donc il n'est pas 100 heures par semaine dans le faire, il va alterner entre penser, faire et déléguer. En tout cas, toi, dans ton quotidien, t'es peut-être beaucoup dans le faire et dans le penser, ou que dans le penser ou que dans le faire, mais rarement dans le déléguer. Donc vraiment, l'idée avant d'adapter des routines qui marchent bien chez les autres, c'est vraiment de contextualiser, d'être sûr qu'on est sur une même base pour pouvoir appliquer ces routines à soi-même. Parce que clairement, si tu as un emploi du temps où tu fais 70% de faire, 20% de penser et 10% de délégation, bah, peut-être que la routine d'Elon Musk va te mener tout droit au burn-out en fait. Parce que lui, son quotidien, c'est peut-être 50% de délégation, 40% de pensée et 10% de faire, par exemple. Tout ce que Elon vient de dire là, ça fait beaucoup de sens pour moi. En fait, ça me paraît très cohérent. Et ouais, c'est mon pote, je l'appelle Elon. Et du coup, comme ça assure un coup de tête, je me suis dit, tu sais quoi, Mathias, vas-y, départ. On va essayer 100 heures de taf en une semaine et du vrai taf, hein, y a pas d'insta toutes les 20 minutes. Et on verra si mon cerveau pète pas un plomb. Le gros challenge avec cette expérience, ça va être de voir comment je vais faire pour tenir face à une telle quantité de travail. Enfin, si je tiens déjà, on sait pas. Ça va aussi être intéressant de voir comment ma productivité évolue avec le temps. Alors clairement, oui, ça va influencer sa productivité. Alors la question, c'est est-ce que ça va l'influencer positivement ou négativement? Eh bien, les 3 facteurs qui vont rentrer en compte, c'est déjà la passion, ce qui va générer du sens pour lui. Si tu bosses 100 heures par semaine sur un sujet qui te passionne pas, bah tu vas vite laisser tomber en vrai. Tu vas pas t'investir comme il faut. 2, c'est l'hygiène de vie pour optimiser ses ressources face à la demande. Et enfin 3, ça va être la rigueur et la souplesse. Alors ça étonne toujours quand j'associe les deux, quand je parle des deux en même temps, parce que c'est important d'être rigoureusement flexible. Parce que oui, il va devoir mettre en place des routines et s'y tenir, et aussi accepter de couper plus vite pour alterner entre activité physique et activité mentale. En gros, plus tu augmentes ton amplitude de travail et plus il faut découper et alterner parce que ta concentration et ta vigilance ne vont pas suivre si tu bosses 3 heures d'affilée sur une activité intellectuelle par exemple. Si par exemple tu bosses 6 heures par jour, pour ceux qui font des vidéos YouTube et qui décident de faire 3 heures de script et 3 heures de montage vidéo, bah c'est pas forcément un rythme qui est dit optimisé. À la rigueur, 1h30 de faire et 1h30 de penser, c'est un bon équilibre pour optimiser son efficacité pendant l'heure et demie. Mais si tu augmentes ton amplitude de travail, par exemple sur 10 heures par jour, il te faudra découper davantage, peut-être 1 heure de faire, 1 heure de penser, voire même avoir des plages plus courtes, par exemple 45 minutes. Ça optimisera non seulement ton vécu, tes ressources, et ta productivité et par voie de conséquence tes résultats. Peut-être qu'à un moment donné, je travaillerai dans le vide, j'en ai aucune idée. Tout va décroître, le plaisir, l'engagement, l'intensité, la productivité, la concentration, quand tu as une grosse amplitude de travail. Pour être sûr à 100% de ne pas pouvoir tricher, j'utilise une application qui s'appelle Forest. Le côté très tactique avec cette appli, c'est que si je la quitte pour faire autre chose, le timer s'arrête et c'est un abandon. C'est une très bonne idée de traquer, de mesurer ton temps de travail parce que souvent les personnes exigeantes et anxieuses ont tendance à se juger durement et elles ont l'impression qu'elles n'ont rien fait ou quasiment rien fait. Alors qu'en fait si, c'est juste que parfois le travail il est intangible. Moi j'ai l'impression de faire plus quand je ponce et je repeins par exemple mon escalier que quand je crée un programme de formation en préparation mentale parce que le résultat, eh bien, il est certes là, mais il est dématérialisé. Je ne peux pas le toucher concrètement. Donc le tracking, ça permet vraiment de prendre conscience du temps de travail. Et bien sûr, viennent ensuite la phase d'analyse de productivité, d'efficacité, puis ensuite la phase d'optimisation. C'est une très bonne astuce pour éviter de se déconcentrer que je conseille surtout si vous êtes étudiant parce que quand t'es youtubeur, la distraction, c'est-à-dire ton téléphone, Insta, etc., ça fait partie de ton travail, donc c'est un peu plus compliqué à gérer pour moi. Alors il a complètement raison aussi sur le fait que le portable c'est un killer de productivité et de performance, mais aussi de ton bien-être. Tu vois ici tu as les études menées en 2013 et 2016 de Kuznecov. Les élèves dont l'usage du portable est interdit ont des notes qui sont en moyenne 6,5% plus hautes que les mêmes tests réalisés sur des lycéens où le portable est autorisé. Et les élèves qui tapotent sur leur portable prennent 72% moins de notes que les autres. Et autre étude qui est assez préoccupante je trouve, c'est le fait que même éteint, notre portable baisse notre concentration. Ça c'est une étude de 2017, Brain Drain, The Mere Presence of One's Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. En gros, Brain Drain,
ça veut dire le drainage du cerveau. Ce sont des chercheurs de l'université du Texas qui ont démontré que même en étant silencieux, le portable nuit à notre capacité de concentration. La seule présence du téléphone occupe nos capacités cognitives en laissant moins de ressources disponibles pour d'autres tâches. En gros, plus ton portable est près de toi, est visible, et plus ça réduit ta concentration. L'étude a été réalisée sur 800 utilisateurs et la conclusion de cette étude, c'est que si tu veux rester concentré et productif dans ta journée de travail, mets ton portable dans une autre pièce. Maintenant on est prêt pour démarrer mes 100 heures de travail, on met le compteur à 0 et voici comment j'ai planifié mon premier jour. Je me lève à 6h20, je me prépare, je mange et vais dans mon bureau avec un café bien sûr. Rappelez-moi de ne plus jamais faire ce genre de plan devant mon ordi s'il vous plaît. Je commence toujours avec le taf qui me saoule le plus, c'est-à-dire répondre aux mails. Je le fais pour 2 raisons. La première c'est pour que les collaborateurs avec qui je travaille puissent directement continuer à avancer parce qu'ils auront une réponse de ma part. Je réponds simplement par respect aussi, genre c'est normal. Par contre j'ai genre 40 000 mails en attente encore. Et quand je dis 40 000, c'est pas une façon de parler. Je vous montre. Alors c'est assez étonnant de commencer sa journée en répondant aux emails. Là, je parle pas de l'utilité et de l'intérêt parce qu'il a bien expliqué la raison et que c'est tout à fait audible et légitime. Je parle surtout de l'intérêt en termes de chronobiologie. Parce que le matin, clairement, on a tous un pic de performance cognitive, de pensée, de réflexion, d'analyse, etc. Donc c'est l'idéal pour démarrer des sujets de fond, de la réflexion, des sujets où il faut détricoter et garder plutôt l'exécution de la réponse aux emails pour des phases creuses de la journée. Là où Mathias a raison, c'est de dédier un créneau de traitement des emails dans la journée. Et du coup, en faisant comme ça peut se faire 1, 2 ou 3 fois par jour sur des créneaux bien spécifiques et bien délimités dans le temps. Il ne s'agit pas de gérer tes mails pendant 3 heures. Et c'est beaucoup plus efficace de prévoir des slots comme ça de traitement de tes emails dans la journée plutôt que de traiter tes emails au fil de l'eau. Pareil, les études scientifiques ont démontré que la réception massive des emails et leur gestion en continu a un effet délétère sur la santé et l'efficacité au travail. En gros, gérer ces emails quand tu es déjà surchargé, eh bien c'est à la fois coûteux cognitivement, mais aussi émotionnellement parce que les emails qui sont dits urgents ou problématiques vont générer chez toi des émotions très déplaisantes. Donc après 30 minutes à répondre aux mails, je me lance pour 3 heures de travail, cette fois-ci plus créatif. Et pour moi, c'est réaliser des vidéos. La création de vidéos, c'est une vraie passion pour moi. J'ai tout appris seul, à force de faire. Au début par curiosité et ensuite par ambition. En fait, je me suis très vite rendu compte que c'était le meilleur moyen pour moi d'exprimer ma créativité et le fait de créer, développer, inspirer est devenu un besoin quotidien pour moi. Et ça me touche sincèrement de pouvoir partager ça avec vous. 15 minutes avant la fin, j'écris sur mon carnet des notes de ce que j'ai fait, si par exemple je dois me rappeler d'un détail à modifier ou autre. La création vidéo, c'est une passion, donc c'est génial. Qui dit passion dit aussi plaisir, donc ça c'est vraiment super pour lui. Il va alterner une tâche passionnante de réponse aux emails suivie d'une tâche de plaisir, donc c'est important pour le cerveau d'alterner entre les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Depuis l'école, on te dit fais tout ce que tu n'aimes pas d'abord pour finir par tout ce que tu aimes ensuite. Et ben en fait non, l'idéal c'est d'intercaler dans l'idée de durer et surtout de durer efficacement et en bonne santé. Il est maintenant 10h, l'heure d'aller à l'entraînement, j'ai 1 heure de muscu et 1 heure de technique. Le sport m'amène chaque jour des sentiments et des émotions différentes, des fois c'est de la joie, d'autres fois de la haine, mais quelle que soit l'émotion du jour, ça reste le meilleur échappatoire pour prendre du recul sur ma vie, mes problèmes, mes craintes, et sans ça, je sais pas comment je ferais. Et heureusement que le sport existe, ça me sauve de plein de choses, d'un point de vue mental, physique, social, tout. Je compte évidemment le volet dans mes heures parce que j'ai un contrat professionnel, donc c'est en partie mon travail et je vous encourage à fond à diversifier vos revenus si vous le pouvez. Pour moi, c'est une vraie chance, pas de vivre de ma passion, mais de mes passions. Là, il fait du sport, donc nickel, il alterne entre activité cognitive et activité physique, il a complètement raison. Si jamais toi tu es en télétravail, ça vaut le coup de te prévoir des phases où tu fais un peu de sport ou d'activité physique pendant 30 minutes. Genre tu fais le tour du quartier à pied et tu reviens. Ça marche tout aussi bien pour recharger tes batteries et tes ressources cognitives. Alors pourquoi on alterne entre physique et mental? Eh bien tout simplement parce qu'en préparation mentale, on a un principe qui est assez simple, ce sont les points d'entrée. Quand tu es beaucoup dans le physique, pour recharger tes ressources, pour décompresser, c'est beaucoup mieux de passer par le mental. Pourquoi? Parce que le physique est déjà sursaturé. Comme c'est sursaturé, tu vas pas aller
là où il y a des bouchons. Tu prends un itinéraire bis et passer par le mental, c'est idéal. Quand tu es trop dans le mental, il faut passer par le physique. Là aussi, si tu veux en savoir plus, je te mets en lien dans le descriptif une vidéo qui parle de l'optimisation de ta récupération. À midi, j'ai accompli 5h30 de travail sur les 15 que je dois faire. J'ai pas vraiment besoin de pause. Bon, j'ai pas vraiment le choix de toute façon, hein. Mais ça va parce qu'en vrai, les trajets pour l'entraînement me divertissent et j'écoute de la musique et pense à plein de choses. Les trajets pour l'entraînement me divertissent. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, beaucoup de gens voient les trajets comme de la perte de temps, alors qu'en fait, il s'agit de les considérer comme des sas de récupération entre le travail et le retour chez soi. D'ailleurs, pendant la crise Covid-19, on a observé que les gens craquaient dans leur journée parce qu'ils n'avaient plus ces sas de transport pour déconnecter de leur travail. À midi, je mange et reprends jusqu'à 15h30. Alors je sais pas s'il a vraiment mangé une pizza, mais s'il prévoit de bosser 100 heures dans la semaine, c'est pas forcément le régime recommandé pour tenir et durer. Quoi qu'il en soit, vu qu'il est aussi sportif de haut niveau, je pense qu'il fait très attention à son hygiène alimentaire, donc c'est plus un effet de montage à mon avis que la réalité de son repas. Pour l'astuce, si tu prévois d'avoir une grosse amplitude de travail sur une journée, ça va te consommer beaucoup de glucose, parce que même si tu travailles assis, ton cerveau consomme, c'est énergivore de réfléchir. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de fractionner tes apports nutritifs, tout en mangeant équilibré bien sûr. Donc fractionner, ça va être petit déjeuner, goûter, oui, c'est pas que pour les enfants le goûter, et dîner. Par contre, je me connais et je sais qu'après manger, je suis un peu en mode digestion et j'ai de la peine à me concentrer. C'est pour ça qu'à ce moment-là de la journée, juste après manger, où je sais que je suis pas forcément à 100% de mes capacités, je vais plutôt essayer d'avancer sur des tâches un peu plus cool qui changent d'habitude, genre où je découvre de nouvelles choses. Souvent, je travaille sur mes sites web, j'apprends à coder pour les améliorer. Là, par exemple, cet après-midi, en gros, je dois préparer des posts pour mon compte Instagram perso et pour le compte de Bilost. Mais vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui me demande une créativité incroyable ou une concentration accrue de fou. Alors c'est normal, le coup de barre après le repas, on appelle ça le postprandial. C'est la phase d'hypo-vigilance, d'hypo-énergie, d'hypo-concentration, qui est souvent privilégiée d'ailleurs pour faire une relaxation profonde récupératrice ou une sieste de 20 minutes. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle une sieste caféinée. Pour en comprendre le principe, va voir ma vidéo en lien sur le café et la sieste. Attention, cela dit, le café, faut pas trop en abuser, ça reste un psychostimulant hyper addictif. Donc voilà, je me connais, je sais comment je fonctionne et j'essaie juste d'adapter mon programme pour être le plus efficace possible. Il a l'air de bien se connaître, donc c'est vraiment bien. La base en préparation mentale, pour optimiser son mental, c'est vraiment de très bien se connaître. Ensuite, à 15h30, je fais une sieste de 25 minutes pour reprendre à 16h, où là je travaille sur mon énorme projet dont je vais vous parler demain. Ça va être une dinguerie. Alors super, il fait une sieste. Ça, il a bien compris que vu sa charge, le seul moyen de récupérer, c'est de faire une sieste. La sieste, c'est super tabou, mais en vrai, c'est le seul moyen de tenir dans la durée quand on a des journées comme ça à rallonge et hyper chargées. Les gens pensent qu'ils perdent du temps, mais en vrai, pas du tout. C'est comme si tu étais sur l'autoroute et tu vois que tu n'as plus de carburant et tu te dis « Non mais c'est bon, si je fais le plein d'essence, c'est mort, je vais perdre du temps pour partir en vacances. » Et donc tu te dis « Bah tant pis, je m'en fous, je m'arrête pas. » Tu trouverais ça complètement aberrant, tu dirais même que la personne qui fait ça, elle est complètement débile. Bah en fait, considère que ton organisme, c'est comme une voiture. Si tu ne recharges pas, à un moment, tu vas forcément tomber en panne. À 18h, j'arrête et j'ai déjà accompli 10h30 de taf dans ma journée. Je fais 30 minutes sans écran pour calmer mes nerfs et être chaud à l'entraînement. Il a tout compris. Faire un break d'écran comme un sas avant de passer à autre chose, c'est hyper important. Ça permet de décompresser et de faire une douce transition sur la suite de sa journée. En préparation mentale, le sas de fin de journée, on l'utilise souvent pour faire la transition entre ses multiples vies, comme je suis entrepreneur, je suis mère, je suis une épouse, je suis sportif, je suis réserviste des armées. Donc là, il fait 30 minutes de sas. Et vu l'ampleur de sa journée, je peux comprendre qu'il ait besoin de 30 minutes. Après, moi, j'utilise plutôt des outils de décompression de 5 minutes parce que clairement, j'ai pas 30 minutes dans ma journée. C'est pas parce que tu n'as pas autant de temps que tu dois te priver de faire ton sas et ton bilan de fin de journée. Au contraire, la préparation mentale s'adapte vraiment bien aux personnes qui n'ont pas le temps parce que les outils sont à la fois courts et surtout, ils sont actionnables au quotidien. Quand je parle de cours, je parle d'implémentation dans ton quotidien de 30 secondes jusqu'à 1 minute, 3 minutes maximum. En revenant de l'entraînement, je mange et travaille jusqu'à minuit, minuit et demi. Et c'est durant ces dernières heures de travail que tout se complique.
Voilà, il est 23h45, il me reste 15-30 minutes de taf pour terminer ma première journée et j'en profite donc pour vous filmer un peu ce que je vis parce qu'il s'avère que j'avais pas tort cet après-midi quand je disais c'est vraiment le soir où je pense que je vais prendre cher. Franchement, je suis éclaté, je suis trop fatigué. Bon, là, il se dit très fatigué mentalement, il doit encore bosser 30 minutes. C'est typiquement ce que toi, tu peux vivre en soir de semaine ou le vendredi, tu sais, quand tu as fait ta semaine et qu'il est 17h et que t'es encore au boulot et que t'as l'impression qu'il est juste 23h. Bah, en gros, ça, c'est de la fatigue mentale. Et il se passe quoi dans cette fatigue mentale? Déjà, il se passe deux choses. Un, il s'est levé tôt à 6h20. Et il dit qu'il est 23h45, donc il est réveillé depuis plus de 17h. Donc il a une pression de l'adénosine qui est hyper importante dans son cerveau. L'adénosine, c'est l'hormone qui est sécrétée dès que tu te réveilles et qui va augmenter tout au long de la journée pour te pousser à t'endormir. L'adénosine, en gros, c'est ce qu'on appelle la pression du sommeil. Les études scientifiques démontrent qu'après 15 heures d'éveil, les performances cognitives chutent. Bon là, il a 17 heures d'éveil, donc c'est un peu chaud. Après, il a fait une petite sieste, donc il a un peu récupéré. Mais bon, ça reste très long. La deuxième explication, c'est que une étude australienne a comparé deux groupes. Un groupe qui boit jusqu'à la limite légale et l'autre groupe qui ne dort pas pendant une nuit. Les deux groupes vont passer les mêmes tests de concentration et les résultats montrent que l'état cognitif entre celui qui a bu et celui qui n'a pas dormi est exactement le même. C'est-à-dire que la personne qui a bu et la personne qui n'a pas dormi ont tous les deux des pertes de mémoire, un ralentissement du raisonnement, un ralentissement de l'apprentissage, des prises de décision qui sont un peu chaotiques, une baisse de la perception de l'attention, de la vigilance et de la concentration. Dans une vidéo intitulée « Gérer ta fatigue, fais le test scientifique », je t'explique toutes les conséquences mesurées par la science de l'effet de la fatigue sur le comportement et les erreurs qu'on commet sous emprise de la fatigue. Le tips du préparateur mental, c'est qu'il lui reste 15 à 30 minutes. Au lieu de lutter et de subir pendant ce laps de temps, il peut faire une redynamisation physique et mentale pour terminer efficacement sa journée. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une redynamisation physique et mentale, je te mets là aussi un exemple en lien de la vidéo. En fait, le mindset que je m'impose dans cette expérience, il me demande énormément d'efforts pour faire attention à ne pas se distraire une seule seconde. C'est super dur de tenir parce que la distraction, elle est sous nos yeux. Quand je vais chercher une musique pour mes vidéos sur YouTube, sur la page d'accueil, j'ai envie de cliquer sur une autre vidéo, ça va très vite. L'idéal pour ne pas être distrait, c'est de faire une chose à la fois. Les 15 onglets ouverts en même temps, c'est pas possible. Déjà, cognitivement parlant, ça marche pas parce que l'être humain n'est pas programmé pour faire deux choses en même temps. Et là, c'est un neuromythe, un mythe neuroscientifique. Les femmes ne sont pas capables, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on dit, de faire deux choses en même temps. Donc ça a aussi été prouvé scientifiquement et validé, mais c'est pas le sujet du jour. Si tu veux te concentrer et être optimal, ouvre un seul onglet sur ton ordinateur et pas 15 en même temps, comme ça t'es focus sur ce que tu fais et t'es moins tenté d'aller regarder un coup LinkedIn, un coup Instagram, un coup YouTube ou un coup je sais pas quoi. J'ai vraiment envie que vous compreniez que, ok, le volet ça me change les idées, etc., mais c'est pas un divertissement. Dans tout ce que je fais, dans ma journée actuellement, j'ai de l'ambition dedans et c'est ce qui fait toute la différence avec une activité, genre un hobby en fait. J'y vais pas en mode tranquille, je vais me faire un volet avec mes potes, tu vois. J'ai beaucoup d'ambition là-dedans et j'ai envie de réussir dans tout ce que je fais et ça me demande une énergie énorme pour garder le bon mindset parce que je suis H24 en train de me dire ok Mathias, tu dois rester à 100%, donne tout ce que t'as gros. Et du coup ça me crée une sorte de pression que j'ai sur le dos tout le jour où je suis toujours en train de me dire gros lâche pas, reste dedans, t'as pas le droit de dévier gros, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est vraiment le genre de truc qui te fait péter un plomb quand t'as aucun divertissement. Donc pendant 7 jours là je vais ramasser, mais c'est sûr. Ça, ce dont il parle, ce mindset, c'est cette pression qu'il se met à lui-même. C'est vraiment le cas typiquement des sportifs de haut niveau et des personnes qui ont des carrières ambitieuses. Bref, peu de place au loisir. En préparation mentale, ce que je lui conseillerais de faire dans ces semaines de 100 heures, qui laissent vraiment peu de place au loisir, c'est de faire de l'imagerie mentale avec une détente physique et mentale au préalable. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et de l'ordre de l'imagerie mentale. Ça lui permettrait de se recharger comme s'il était en vacances. Alors quand je parle d'imagerie mentale, c'est pas seulement voir, c'est l'ensemble des 5 sens incluant la proprioception et l'interoception. Personnellement, j'appelle ça le Pythagove. Proprioception, interoception, toucher, audition, gustatif, odorat et vue. Ça sort pas de nulle part que je me sois lancé dans les bijoux. Je sais, de par mon expérience, ce qu'une chaîne ou un pendentif, ou même les deux ensemble,
peuvent représenter aux yeux de quelqu'un. Moi, ça fait depuis l'armée où on m'a obligé à en porter une jour et nuit que j'arrive plus à faire sans. Quand j'ai terminé mon service militaire, j'ai retiré ma chaîne en me disant que j'en avais plus besoin, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé sa valeur et son importance pour moi. Et pourtant, c'était juste une chaîne éclatée qui nous file au début, tu sais. Après, j'en ai racheté une autre parce que je me suis dit que si je portais une chaîne, je voulais qu'elle soit belle et qu'elle me plaise aussi. Donc, d'un point de vue esthétique, j'avais envie de changer. Je ressens comme un sentiment de sécurité très rassurant quand je porte une chaîne, et ce qui me rassure, je pense, c'est que ça m'accompagne dans toutes les situations que je vis. C'est mieux que la majorité de tes potes qui te lâchent quand c'est la merde, tu vois. Donc Mathias, je vois qu'on vient, toi et moi, du même milieu finalement, et que les chaînes qu'on nous a filées à l'armée, c'est pas ouf en termes de qualité, mais ça reste très identitaire. C'est intéressant, il n'y a pas de hasard dans ton parcours et dans le mien. La préparation mentale, ça vient justement du sport de haut niveau et de l'armée. Et visiblement, ça laisse des traces dans nos choix de vie et dans nos parcours professionnels. The key with me is just always finding what the anchor is. And the fucking anchor is getting up at 4 o'clock in the morning every day before anybody else and grounding my thought process in the no one will outwork me. No one. Alors les phrases inspirantes, les conférences inspirantes, j'en étais hyper fan quand j'avais 18 ans parce que j'avais pas d'expérience. Aujourd'hui, à 34 ans, clairement, je suis beaucoup plus pragmatique dans l'expérientiel, dans le faire. Donc les phrases warrior du type think it, do it, franchement, ça peut être un bon modèle, un bon driver. À un moment, je suis convaincue qu'il faut savoir passer à l'acte, qu'il faut s'approprier, vivre les choses et les adapter à soi, parce que c'est bien l'inspiration, mais à un moment, il faut être dans le concret, quoi. Et sérieux, ça commence à me... Putain! Là les gars, j'avoue, j'ai la haine. Franchement, le fait de travailler autant, ça doit rendre mes nerfs très très sensibles. Parce que j'ai envie de péter un plomb ce soir, je sais pas ce qu'il y a, mais... Donc là, la fatigue et la charge mentale, la longueur des journées, ça fait qu'il est moins patient. Il a moins de capacité à se réguler émotionnellement. C'est complètement normal, on est tous pareils, hein. Quand les gens viennent me voir d'ailleurs pour m'évoquer leur charge mentale, leur stress ou leurs émotions, la première question que je pose, c'est comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors suffisamment? C'est vraiment un principe de base en préparation mentale parce que si tu manques de sommeil, tu stresses plus, tu te régules moins bien émotionnellement, donc tu vas être moins étanche au stress. Et si tu stresses plus, du coup tu luttes et donc tu te fatigues davantage. Donc là t'es vraiment dans un cercle vicieux et qui à terme fait que tu vas te démotiver et c'est complètement normal. Là ce que je conseillerais à Mathias, c'est d'associer la respiration apaisante sur 3 étages respiratoires, abdominal, thoracique et scapulaire, avec de l'imagerie mentale. Les deux ensemble, ça décuple les effets. En gros, il peut le faire en 30 secondes, seulement jusqu'à 1 minute. Comme ça, il perd pas de temps dans sa journée. Mais surtout, il réoxygène son cerveau. Il fait une déconnexion mentale pour mieux revenir dans son sujet avec la tête froide. Il y a rien qui va. Ça fait 2 heures que je m'énerve sur mon logiciel de montage qui arrive pas à suivre. Ça me rend ouf. Autant des fois je lui demande des trucs de malade, genre des transitions avec un flou de mouvement, 3 masques qui s'interposent, etc. Je comprends qu'il galère parce que j'ai pas non plus le meilleur ordi du monde. Par contre quand derrière il fait le susceptible et qu'il lag sur des trucs hyper simples et basiques, là ça me gave. Mais du coup j'avance au ralenti, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à finir et ça m'angoisse encore plus parce que oui de base je suis un putain de stressé dans ma vie. Alors oui, quand on est en surcharge, on a cette sensation de tourner au ralenti. Il faut vraiment intercaler des outils simples de préparation mentale pour éviter ces phénomènes qui vont alourdir le quotidien, qui donne l'impression qu'on va davantage subir. Il était 5h45 et forcément on a craqué les gars, le soleil il se lève à 6h30 hein, donc voilà, on a attendu 45 minutes à 5 degrés en espérant faire des plans comme ça et finalement le seul lever de soleil qu'on a eu c'était ça. Vous imaginez le somme. Mais bon, la mentalité be lost, on s'adapte et on fait le taf. La phrase là, ça me fait penser à ce qu'on m'a répété depuis 13 ans que je suis dans l'armée, c'est d'apprendre à être confort dans l'inconfort et c'est vrai, ça marche. Une fois que tu t'es préparé mentalement, ça devient facile parce que tu ne luttes plus. Tu acceptes et donc tu régules. Sincèrement, vu le mental qu'a Mathias, j'aurais vachement aimé faire mes classes avec lui parce que c'est le genre de gars toujours positif qui te balance une petite phrase d'humour quand t'es au plus bas. Et franchement, ça redynamise quand t'es en groupe, en cohésion. On a d'abord filmé tout ce qu'on pouvait en dehors de l'eau et ensuite tous les plans dans l'eau d'un coup. Juste pause, vous voyez qu'il y a un petit problème là.
Ouais, c'est ça, tous les plans sont surexposés, ça fait plaisir. Donc moi, après 3 chocs thermiques, j'étais refait qu'on est fini. Comme il fait 5 degrés, avant de rentrer dans l'eau, c'est vraiment bien de faire une dynamisation physique et mentale justement pour atténuer le choc thermique parce que ça fatigue quand même vachement. Après, on sent que c'est clair dans sa tête, hein. Il sait pourquoi il le fait, il a envie de le faire, donc ça aide aussi d'avoir cet état d'esprit et donc le fait de se dynamiser, ça augmente la température corporelle, ça réoxygène le cerveau et le corps, ça augmente le rythme cardiaque, ça met dans de bonnes conditions physiques et mentales pour atténuer le choc et pour éviter de subir le froid et donc la situation désagréable. Voilà, il est minuit pile, vraiment. Je finis juste maintenant de filmer cette dernière partie de la vidéo et je sais pas pourquoi mais je suis même pas fatigué. Je pourrais continuer à travailler, c'est fou, genre c'est vraiment abusé. J'ai surkiffé toute la journée. Je me rends compte que pour moi c'est pas un problème de travailler autant. C'est vraiment pas un souci, je pourrais même continuer encore plus longtemps la nuit. Si j'ai une seule chose qui explique ma manière de faire et qui explique le fait que je peux travailler autant de temps sans problème et que je kiffe autant, c'est ça. Il y a vraiment 3 choses qui expliquent que sa journée, elle passe bien malgré l'intensité et la charge. Alors oui, il y a le plaisir et surtout, il a énormément avancé dans ses projets. Il y a du concret dans ce qu'il a fait aujourd'hui, donc il a le sentiment de satisfaction et de compétence qui est nourri. Ça, c'est vraiment un levier hyper puissant dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Il a également vu son ami et associé, ça apporte beaucoup plus d'énergie et d'équilibre dans ses moments sociaux que d'être solo derrière un ordinateur pendant 10 heures. Le livre de Sean Harcourt en parle très bien, The Happiness Advantage. Il a suivi 2 groupes d'étudiants undergraduate à Harvard, un groupe qui travaillait toujours seul, en solitaire, dans ses révisions, et un groupe qui travaillait en collectif, groupe de travail, révision ensemble, etc. Et les résultats démontrent que ceux qui avaient plus d'interactions sociales et de soutien social réussissaient mieux leurs études, avaient de meilleurs résultats académiques et une perception du bonheur beaucoup plus importante que ceux qui sont restés en mode solo durant leurs études. Bon, il a tout compris, hein, effectivement, pour réussir et être équilibré, faut vraiment avoir du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ce que je disais dans une conférence et ça a fait rire 90 chefs d'entreprise qui étaient en face de moi, mais c'est clairement la réalité. Donc en fait, c'est vraiment l'état d'esprit d'être dans le plaisir. Sauf que parfois, le plaisir, il y a des moments, il y a des périodes, et vous le voyez là en ce moment, il fait froid, il fait pas beau, etc. Ça impacte le mental. Et donc, c'est de retrouver les stratégies, on les a en nous, hein, les ressources, elles sont faciles à trouver, elles sont en nous. Il faut juste aller mettre de la technique. Mais globalement, c'est très simple d'être vachement heureux en fait. C'est facile de trouver du plaisir dans son métier ou dans tout ce qu'on fait. J'ai terminé cette expérience il y a déjà 3 jours. J'attends toujours un peu pour faire la conclusion et mettre mes idées en place. Après avoir calculé, en une semaine, j'ai travaillé 102 heures, 20 minutes et quelques secondes. Faut pas abuser, je suis pas allé à la seconde près non plus. Mais en vrai, au niveau des heures, j'ai l'habitude de travailler tout le jour. C'est juste que le soir, normalement, je suis moins indulgent avec moi-même. Si tout d'un coup, j'ai envie de faire autre chose, que j'ai envie de regarder L'amour est dans le pré, voilà, je le fais, honteusement, mais je le fais. Je préfère quand même avancer le soir de manière générale, mais si je vois que ça mène à rien, autant faire autre chose et me détendre, tu vois. Là, il dit un truc très intéressant, il préfère avancer quand c'est le moment idéal pour lui, mais s'il voit que c'est pas productif ou efficace, il fait autre chose. Ça, c'est vraiment typique d'un bon mental, d'être bien préparé mentalement, parce qu'il vaut mieux être 100% dans ce que tu fais. Si tu as 50% dans ton boulot, autant arrêter, être 100% dans ta récupération, 100% dans tes loisirs pour recharger tes batteries et ensuite te remettre à 100% sur ton travail. Je dis souvent qu'il vaut mieux faire 1h30 efficacement que 3 heures laborieuses. Déjà parce que la production, elle est pas folle. Ensuite, le sentiment d'accomplissement, il est pas génial non plus. Et tu perds énormément de temps, d'énergie et tu subis. Et franchement, personne n'aime subir quoi, c'est pas agréable. J'ai personnellement beaucoup appris cette semaine. La première chose à en retirer, c'est que si j'avais fait toujours la même chose, j'aurais pété un plomb. Ce qui me sauve, c'est de diversifier à fond mes tâches et surtout de les planifier. La planification, c'est la clé. La pire chose que vous pourriez faire le matin, c'est arriver devant votre ordi et faire « Bon, je fais quoi aujourd'hui ?» Bon là clairement, je le rejoins complètement, il faut être rigoureux et planifier, c'est capital, c'est important. L'idée c'est pas d'y aller au doigt mouillé, ça sert à rien, faut être pro, faut être rigoureux. C'est que comme ça qu'on réussit. Donc voilà, moi j'ai Google Agenda qui me met une notif au début de chaque tâche et j'ai même rajouté un petit « sinon t'es une pute » à la fin
Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Alors là, on a typiquement un dialogue interne dépréciatif. Et c'est fait exprès, je pense, pour chatouiller un petit peu son ego et le pousser dans ses retranchements. C'est très militaire comme façon de faire. Bon, après, on n'est pas tous issus de l'armée, donc mon conseil, remplace ton dialogue interne par du positif. À long terme, c'est porteur. Voici un exemple que je peux te donner sur le dialogue interne. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a que le travail honnête qui gagne. Il suffit pas de travailler beaucoup, il faut travailler honnêtement. Et ça, si t'es étudiant, ça peut grave t'aider parce que je connais trop de monde qui passe des journées à la bibliothèque et à la fin, si tu calcules, le mec a réellement travaillé 3h30. De pas se mentir à soi-même sur ses capacités, ses ressources et ses exigences de la situation, c'est hyper important. Parce que si t'es pas honnête avec toi-même et que tu te mens, bah t'iras pas super loin de toute façon. J'ai fait cette vidéo aussi parce que j'étais saoulé du développement personnel francophone qui nous parle de 10 000 habitudes à prendre, machin, etc. Je m'inclus dedans, hein. Enchanté, Mathias Montavon, 3 vidéos sur le sommeil et une sur la douche froide à son actif, vous allez bien. Mais jamais on nous parle d'éthique de travail alors que c'est la seule valeur sûre du développement de soi. Je suis encore d'accord avec Mathias sur le développement personnel. J'ai vu tellement de gens tester par exemple le Miracle Morning, se flinguer le sommeil, la santé, venir me voir ensuite pour me demander de l'aide. Et en fait, ces gens-là, ils sont clairement dans le biais du survivant. Ce biais a été conscientisé par Abraham Wald, qui est mathématicien et qui travaillait pour la Royal Air Force. La Royal Air Force lui a demandé de renforcer la protection des avions qui partaient au combat durant la Seconde Guerre mondiale. Avant qu'Abraham Wald ne donne ses conseils, les équipes intervenaient principalement sur les avions qui revenaient du combat et ils analysaient les zones d'impact pour les renforcer. Et en fait, la logique d'Abraham Wald a été de dire mais là ils sont en train de renforcer ce qui est visible, ce qui est sous leurs yeux, alors que sa réflexion a été vraiment de dire mais non, les gens se trompent. Là, vous analysez des avions qui sont revenus du combat malgré le fait qu'ils aient été touchés. Donc en fait, ce qu'il faudrait qu'on analyse, c'est les zones qui n'ont pas été touchées. Parce que les avions qui ont été touchés et qui ne sont pas revenus, eh ben, ils ont peut-être perdu le nez de l'avion, la queue de l'avion. Et du coup, c'est plutôt ça qu'il faut renforcer. Et du coup, l'idée du biais du survivant, c'est plutôt de se concentrer sur ce qui n'est pas visible plutôt que sur ce qui est visible et donc facilement duplicable. Quand on ne connaît pas ce biais, c'est difficile de le remarquer. Et en développement personnel, il y a beaucoup de ça. Tu vois un truc qui marche chez les autres et tu l'appliques à toi alors que les bases, le parcours, les objectifs, le mode de vie peut-être sont complètement différents. Et c'est important d'aller sur des techniques qui seront personnalisées à tes enjeux, à ta personne, à tes problématiques. Et souvent, la grosse critique du développement personnel, c'est qu'il y a un truc qui marche et on cherche à le dupliquer à tout le monde. Sauf que t'es pas tout le monde, t'es unique, donc il faut prendre des techniques qui s'appliquent à toi-même. Voilà, à part ça, j'ai pas envie de vous mentir, le lifestyle dont je vous parle, ça va demander des sacrifices. Perso, j'ai arrêté de sortir quand j'avais 20 ans parce que ça m'insupportait de me savoir en train de m'amuser alors que d'autres charbonnent. Et quand on me proposait de sortir, je disais non et j'étais grave incompris. Et les gars et les filles, qu'on soit clair, c'est pas la vie que vous devez mener. Je vous donne vraiment pas le secret du bonheur là. Peut-être de l'accomplissement personnel, du succès, mais c'est pas le bonheur, faut vraiment qu'on arrête de les mettre dans le même panier. L'un peut influencer l'autre bien sûr, mais il y a aucune corrélation pour moi. Bon ça, il a complètement raison. Réussir, ça demande des sacrifices. Comme Mathias, je suis rentrée dans l'armée en parallèle de mes études en école de commerce. J'avais 22 ans et je faisais jamais de soirée, jamais d'alcool. Les week-ends d'intégration, désintégration d'école de commerce, je connais pas en fait, je sais pas ce que c'est. Dès que je sortais des cours, j'allais à la salle de sport ou j'allais courir. Bref, c'est clair que ça demande beaucoup de sacrifices, mais c'est un choix personnel, il a raison. C'est vraiment un choix, on dit pas qu'il faut faire ça, on dit pas que c'est bien de le faire. Je vous dis franchement, je pense pas que je vais finir plus heureux que n'importe qui d'autre, à moins que j'apprenne à me satisfaire de moi-même aussi. Mais pour le moment, on est mal parti. Je suis dans un extrême où même quand je dors, je culpabilise de pas travailler presque. Alors non, le seul point sur lequel je suis pas d'accord avec toi Mathias, quand tu dors, tu ne perds pas ton temps, c'est pas vrai. Ton cerveau fonctionne, il range les infos accumulées dans la journée, ton corps se régénère pour te permettre d'être efficace le lendemain. Je pense que si tu savais que la chanson des Beatles, tu sais, Yellow Submarine, a été créée grâce au rêve nocturne de John Lennon, alors tu serais convaincu que ton sommeil est capital dans ta réussite. Bon là, j'ai qu'une chose à dire, bravo Mathias, hein. Bon après, ça fait 2 ans qu'il a tourné cette vidéo, donc ce serait chouette que tu nous dises maintenant quelle est ta routine, comment tu l'as adaptée à toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as conservé, peut-être qu'est-ce que tu as changé. Moi ça m'intéresse perso, je sais pas si toi ta communauté ça l'intéresse ou pas, mais en tout cas merci d'avoir tourné cette vidéo parce que moi ça me permet d'avoir ce regard de préparateur mental et de pouvoir justement expliquer aux gens que non, on ne copie-colle pas, on ne duplique pas, on adapte. Ce qui marche pour les autres c'est cool, mais toi t'es pas les autres, t'es différent, t'es unique, t'as un parcours particulier et l'idée c'est d'adapter, de personnaliser.